Bonjour, bienvenue dans The Network, un débat intense connecté avec ceux qui font l'actualité. Voici les titres. Les réseaux sociaux peuvent avoir une influence sur l'issue de ces élections européennes, en particulier chez les jeunes. Certains eurodéputés expliquent leur victoire par leurs tweets, blogs et pages Facebook. Comment cette activité virtuelle se traduira-t-elle dans les urnes cette fois-ci et permettra-t-elle de lutter contre le déclin constant de la participation? Quel est le degré d'impartialité de ces commentaires sur le net qui se concentrent sur un candidat pour dénoncer la politique de son adversaire? Leur format court ne favorise-t-il pas les populistes qui attaquent les partis traditionnels? Comment faire tenir des problèmes complexes et leurs solutions proposées dans 141 caractères et pas un de plus? Avec nous dans cette édition spéciale ici au Parlement européen, Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, eurodéputée lituanienne conservatrice, membre du réseau de jeunes parlementaires EU40. Nicolas Begert, chercheur et chroniqueur spécialisé dans la communication et les réseaux sociaux. Vous êtes professeur invité à l'IEX à Bruxelles, une école de communication et de journalisme. Et Andreas Müller-Leile, vous animez un blog sur la politique européenne, cosmopolito.org. Première question pour vous tous, mais je me tourne vers Radvilė tout d'abord. Ce sont les premières élections influencées par Twitter. Quel a été son poids jusqu'à présent? Eh bien, je pense que de manière générale, les réseaux sociaux n'améliorent pas la politique. Ils facilitent la transmission de messages, c'est certain. Et on vit tous à une époque où nous voulons consommer vite, nous voulons des messages courts, obtenir rapidement l'information. Donc Twitter, Facebook et tous les autres outils du genre sont de parfaits instruments. Ok Nicolas, pour vous, Twitter a un effet positif ou négatif? L'effet est bénéfique pour le discours européen en général. En gros, les arguments deviennent, grâce à ça, plus faciles à comprendre pour les citoyens, du moins pour ceux qui sont actifs sur Twitter. Mais il est important de souligner que le public de Twitter est encore très restreint. Andreas, qu'en pensez-vous? Je crois que les réseaux sociaux n'auront pas une grande influence. Ils sont seulement utiles aux eurodéputés qui ont été très actifs ces 2 dernières années. La plupart des gens continuent de s'informer grâce à la télévision, donc ils joueront un rôle mineur lors de ces élections. Ok, Radvilė, espérons que vous ne gaspillez pas votre temps en étant active en ligne. Il ne reste pas moins que les populistes utilisent beaucoup les réseaux sociaux. N'y a-t-il pas un risque de les voir, grâce à cela, prendre des voix aux partis traditionnels comme le vôtre? Je pense que les populistes ont l'habitude de faire reposer leur programme sur des slogans. Et peut-être qu'il est plus facile pour eux de communiquer grâce à ces médias. Mais je crois que chacun doit trouver le moyen adéquat pour se faire entendre, la meilleure manière de s'exprimer pour toucher le groupe de gens que l'on veut atteindre. D'après vous, comment faire, Nicolas? Je pense qu'il faut adapter son discours à chacun des médias. C'est ce qu'ont fait les populistes, les eurosceptiques. Quand on voit les slogans de Marine Le Pen en France qui attaque Bruxelles, c'est vraiment un discours puissant, agressif, mais tout le monde le comprend, même si c'est dramatique. Donc l'Europe doit trouver un discours similaire, pro-européen. Andreas, votre blog cosmopolito.org est plutôt irrévérencieux. Quand on condense, on prend le risque de simplifier à outrance. Certains disent qu'il faut plus d'Europe, mais ne risque-t-il pas de cette manière de se tirer une balle dans le pied? Oui, parce qu'aujourd'hui, les gens critiquent ce genre de slogan. Mais les réseaux sociaux, en tant que tels, sont très mauvais en termes de recherche de compromis et de mise en avant de personnes qui veulent en quelque sorte expliquer les politiques. On doit s'y prendre autrement pour expliquer les sujets plus complexes. Radvilė, comment éviter ce risque de simplification à outrance? J'essaie simplement de faire ce qui me semble naturel. Et je pense que les gens sentent quand une personne est naturelle. J'essaie de me concentrer sur ce qui est important dans ma fonction. Je sais que c'est important pour les gens. J'ajoute des informations plus personnelles et voilà. Je ne veux pas communiquer par le biais de slogans. On doit faire tout ça en trouvant la bonne manière de faire. Ce n'est pas facile d'éviter de simplifier à outrance. Mais Nicolas, il existe un autre danger. Certains estiment que les réseaux sociaux commencent à remplacer les médias classiques d'information. Vous intervenez dans une école de journalisme. Quel est votre avis?
Ce n'est pas encore le cas. Actuellement, les réseaux sociaux ne sont pas si puissants. Les médias classiques comme la télévision sont encore relativement solides et le public des plateformes virtuelles reste très restreint. Des blogueurs, des hommes politiques européens, des journalistes sont très actifs sur Twitter, mais le citoyen lambda n'intervient pas vraiment dans cette forme de conversation. Andreas, certains disent que les réseaux sociaux se contentent de prêcher à des convertis, que c'est juste une caisse de résonance aux oreilles de ceux qui sont déjà des soutiens. Est-ce que c'est dangereux? Oui, c'est très dangereux. Par exemple, Facebook nous fait nous concentrer sur ce que nous aimons et nous y suivons l'activité de gens avec lesquels nous avons déjà des affinités. Donc il y a un grand risque que nous vivions dans une bulle. On ne s'intéresse qu'aux choses en lesquelles on croit et on se retrouve coupé des opinions contraires, ce qui n'est pas la meilleure des choses en matière de discours politique. Radvile, d'un autre côté, ne serait-ce pas pour vous un moyen de mobiliser ceux qui vous soutiennent? Peut-être que je préférerais que les élections aient lieu sur Facebook, mais ce n'est pas encore le cas. Mais d'après moi, le plus important, c'est que les gens reçoivent l'information, qu'ils comprennent quel est notre profil. Et bien entendu, Facebook ne peut pas réunir les gens, mais c'est un moyen d'établir une conversation directe. Mais est-ce que ces réseaux poussent à aller voter? Certains ont dénoncé un slacktivisme, littéralement un activisme paresseux lors des élections britanniques en 2010, avant lesquelles il y avait eu un pic d'activité en ligne et sur les réseaux sociaux. Pour autant, cela n'a pas eu d'effet sur le taux de participation. Nicolas, qu'en pensez-vous? Il y a encore un écart entre l'activité militante en ligne et ce que vous faites vraiment le jour du vote. Donc je ne pense pas qu'il existe un lien direct entre votre comportement sur les réseaux sociaux et ce que vous faites au final, dans la vraie vie, le jour du vote. Andreas, quels conseils pourriez-vous donner à des gens comme Radvile pour que leur activité en ligne soit plus efficace? Eh bien, c'est une question difficile. Il faut vraiment être tel que vous êtes dans la vie et ne pas utiliser les réseaux sociaux uniquement en temps de campagne électorale. Il faut y être actif pendant tout votre mandat et essayer de faire en sorte que les gens restent impliqués au quotidien dans le processus d'élaboration des politiques. Je pense que c'est la clé pour que les citoyens s'intéressent à ce processus qui, en général, n'est pas tellement couvert par les médias classiques. Certains estiment que ce pan de vie personnelle présenté sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais est-ce que ça n'affaiblit pas votre message politique? Cela devient une sorte de concours de beauté, Radvile. Je ne suis pas d'accord. Je pense que l'on sait faire la part des choses. Ok, d'un côté, il y a la politique, les principes, les propositions, et de l'autre, je crois qu'il est important pour les gens de savoir quelle est cette personne en qui ils ont confiance. Quant à savoir s'il se trouve des points communs avec elle, je ne sais pas. Mais mentionner ce qu'on lit, ce qu'on aime, ou on part en voyage, ça fait partie du jeu. Ok, passons à un autre sujet. D'après certains spécialistes, les réseaux sociaux donnent l'opportunité d'étudier le profil des électeurs. C'est ce qui a été fait lors de la campagne de Barack Obama. Les informations laissées en ligne ont été utilisées pour mieux cibler les électeurs et les inciter à aller voter. En Europe, il y a le problème de la protection des données. Dans quelle mesure n'a-t-on pas le droit d'utiliser ces données, Nicolas? Il n'y a pas encore d'utilisation stratégique des réseaux sociaux concernant les élections européennes. La difficulté, encore une fois, c'est que le public est national. Les candidats se font concurrence dans un contexte national et donc on ne peut pas voir ces élections comme un scrutin qui se jouerait dans une vaste circonscription où tous les citoyens seraient impliqués dans une lutte commune. Le principal problème, je pense, c'est que la campagne continue de se faire au niveau national. Andreas, qu'en pensez-vous? Cette utilisation des données semble avoir fonctionné aux États-Unis, mais ils y ont consacré entre 10 et 15% de leurs fonds de campagne. En Europe, nous avons une conception très différente de la vie privée. Et je ne crois pas que les gens donnent tant que cela un accès public à leurs informations sur Facebook. En réalité, ici, il est très difficile de procéder comme Obama l'a fait. Radvile, au terme de ce débat, êtes-vous optimiste? Pensez-vous que votre activité sur les réseaux sociaux peut jouer en votre faveur? Je suis optimiste. J'espère que les gens qui suivent depuis 5 ans ce que nous faisons, moi et mes collègues, sauront apprécier tout ça à sa juste valeur. Radvile, merci beaucoup. Je voudrais remercier nos invités, Radvile Morkonaitte Mikuleniene, Nicolas Beigert et Andreas Müller-Leile. À bientôt pour une prochaine connexion à The Network.